Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière conférence de la saison 2023-2024 pour ICM Amos. Je vous remercie d'être là. Je sais qu'il fait beau et chaud dehors. Je pense qu'il y en a qui se sont enfargés entre chez eux et les terrasses. Mais c'est correct. Les conférences sont enregistrées, sont conservées sur la page Facebook. Fait que vous pouvez retourner les regarder n'importe quand. Je me présente Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM Amos. Je tiens vraiment à commencer par remercier nos commanditaires pour la saison qu'on vient de terminer. C'est vraiment important parce que sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait. Puis je me suis assuré de ne pas mettre un gilet bedaine. C'est sûr qu'il y a peut-être un côté comique, mais c'est vraiment important. Les commanditaires, on les apprécie vraiment, le support qu'ils nous donnent. ILEC Industrie, Forage Nordique, le citoyen de l'Arcana, MI3 Communication financière, Sayona Québec était notre commanditaire principal cette année. Ensuite, à chaque année, depuis 2 ans maintenant, on donne 5 bourses de 1 000 $ aux étudiants qui participent, qui sont en présence aux conférences. On a fait tiré 2 bourses à Noël. Il y en a 3 qui vont être tirées à soir à la fin de la conférence. Il s'agit d'être étudiant à temps plein, 18 ans et plus, toutes disciplines confondues. Ça s'adresse vraiment aux étudiants qui désirent se développer un réseau de contacts dans le domaine minier. Puis chaque présence donne un billet pour participer au tirage. Il y a une feuille de présence qui circule. Parfait, excellent. La feuille de présence me sert aussi à vous envoyer les PDF aux gens qui sont présents dans les jours qui suivent. Il y a aussi une boîte à l'entrée, une boîte brune, très importante. Si vous participez pour la première fois, mettez une carte d'affaires. Je le dis à toutes les fois, il y en a que je ne suis pas capable de déchiffrer leur adresse courriel. Puis je vous dirais que ça a été même difficile. Capable de déchiffrer son adresse courriel. J'ai réussi à me débrouiller en téléphonant directement à son école qui ont bien voulu me la donner, mais si elle n'a pas voulu, c'était tout bad pour lui. Évidemment, si vous changez d'adresse courriel, c'est important, communiquez-le. On va ajuster notre liste d'envoi. Les gens qui sont en ligne, si vous voulez recevoir le PDF de la présentation, n'hésitez pas à communiquer votre présence puis votre adresse courriel. Vous pouvez le mettre dans le chat ou l'envoyer par courriel à icm.amos@commercialgmail.com. Encore une fois, les gens en ligne, si vous avez des questions sur Zoom ou Facebook, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires, puis on va se faire plaisir de les lire et de demander aux conférenciers. À ce soir, on a 2 conférences. Une technoconférence un petit peu plus courte, une dizaine de minutes, puis ensuite la conférence principale. Je vais présenter Antoine, le conférencier principal, juste après la conférence. C'est Charles Gauthier, DICOM, qui va venir nous présenter son sujet. Je ne suis pas capable de le prononcer.
Après ça, on change des hydrogènes pour des fluors, les boules grises en boules bleues. On rajoute des petites patentes au bout, puis ça fait d'autres produits chimiques qu'on aime, genre le Teflon. Ça sert à quoi, ces patentes-là? C'est des mousses, une des utilisations principales, c'est les mousses anti-feu. C'est utilisé dans beaucoup de produits manufacturiers, donc les sites d'enfouissement, tu vas en trouver par la dégradation dans les procédures de pâte et papier, des opérations d'imperméabilisation, donc tous nos manteaux anti-pluie, des choses de même. C'est aussi des anti-adhésifs. Et puis dans plusieurs procédés industriels aussi, plaquage et finition, les hautes technologies, dans les fermes avicoles et dans les traitements d'eau. Pourquoi qu'on s'intéresse à ces choses-là? Bien, ils sont persistants dans l'environnement, sont mobiles aussi, donc ils peuvent se déplacer d'un site à l'autre, et leur chimie diversifiée fait en sorte qu'il y a beaucoup d'effets potentiels. Les effets sur la croissance, sur le développement dans la faune sont mesurés d'habitude dans le milligramme au microgramme litre. Sur les humains, il y a des impacts potentiels sur le développement, la croissance, au niveau des organes, peut causer des cancers, perturbation du stéroïde, système immunitaire. Donc, ça a quand même pas mal d'effets potentiels sur les organismes. Et bien, ici, on voit un exemple. L'une des sources d'eau potable à Val-d'Or a été détectée des SPFA à des concentrations assez élevées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit un peu partout. Du point de vue réglementaire, on a commencé à s'intéresser à ça au début des années 2000. On a commencé à réaliser que hey, ça a peut-être des effets potentiels, il y en a qui sont peut-être dangereux. 2016, le PFAS, qui est un des ingrédients que j'ai parlé au début, a été contrôlé sous certains règlements au fédéral. Depuis 2020, les provinces ont embarqué dans la patente. Donc, Colombie-Britannique et le Québec ont adopté des critères pour certains des SPFA dans l'environnement. L'année dernière, Santé Canada a commencé des consultations pour essayer d'établir des réglementations au niveau de la santé humaine. Et bien, ça continue. Donc, le gouvernement du Canada, au provincial, on cherche à établir des normes pour l'environnement pour essayer de contrôler ces produits-là et limiter les impacts potentiels. Dans le domaine minier, on les trouve où? Bien, les sources directes, lixiviation, flottation, c'est souvent des surfactants, des produits qui vont aider à lixivier dans les processus de lixiviation pour extraire les métaux. Aussi, ces produits-là vont être trouvés dans les tuyauteries, dans les convoyeurs, n'importe où ce qui va avoir besoin d'une résistance à la chimie, à des attaques chimiques. Les SPFA sont souvent des produits privilégiés pour protéger de l'équipement. Des sources secondaires, comme j'ai mentionné, les antifeux. Si vous faites des tests antifeux, puis il y a des produits SPFA dans vos solutions antifeux, bien, ça peut être une source aussi. Nettoyage de l'équipement, c'est des surfactants, donc dégraissage, c'est toutes des sources potentielles. Et puis il y a plusieurs peintures et revêtements d'équipement aussi qui vont être potentiels pour lixivier les SPFA dans l'environnement. Les enjeux potentiels, une réglementation toujours croissante. Ça a commencé au début des années 2000, ça continue au niveau fédéral, au niveau provincial, même au niveau municipal, ça commence à avoir certaines réglementations. Est-ce qu'il va y avoir des obligations au niveau du suivi environnemental bientôt? C'est fort possible. Puis il y a des lois existantes. Donc même si les SPFA ne sont pas spécifiquement réglementés, il va y avoir des réglementations plus générales sur tout ce qui va être contaminant dans l'environnement. Puis c'est déjà arrivé à quelques reprises que ces lois plus générales-là ont été utilisées pour actionner des propriétaires de sites où il y avait des contaminations très élevées. Un autre risque potentiel, c'est au niveau de la CNESST. C'est des problèmes de santé qui peuvent être démontrés liés à une exposition prolongée à ces produits-là. La CNESST peut embarquer et ça peut mener à des problèmes à couvrir des frais pour les traitements médicaux. Puis au Québec, ça a déjà été le cas spécifiquement, les SPFA, où est-ce que certains travailleurs ont été capables de démontrer qu'une exposition prolongée à ces produits-là ont mené à des problèmes de santé
et l'employeur a été obligé de débourser des frais. Ça finit où? Ben, ça s'accumule dans l'eau principalement, eau de surface, eau souterraine, comme on a visité à Val-d'Or, dans les eaux potables. Donc, c'est une source d'exposition pour les humains. Sédiments et sol, ça va être un puits, mais ça peut relarguer à long terme. Donc, même si ça s'accumule là, ce n'est pas nécessairement que c'est réglé le problème. Et l'accumulation dans la faune et la flore. Donc, des impacts environnementaux, bien sûr, mais encore une fois, ça peut être une source d'exposition pour les humains, via la chasse ou la pêche, ou même la récolte, genre les bleuets, ou tu sors récolter des choses, ça peut être une exposition. Puis, je pense même qu'au Maine, il y a eu un cas où il y a des interdictions de consommer du chevreuil parce qu'il y avait trop d'SPFA dedans. Donc, c'est quelque chose qui va être de plus en plus d'inquiétude au fur et à mesure qu'on teste de plus en plus pour ces produits-là. Les options de gestion et de contrôle sur le site. Bien, on va commencer par caractériser le site. Dans plusieurs cas, une recherche historique du site va être importante parce que même s'il y en a sur ton site en ce moment, ce n'est pas nécessairement toi qui l'as mis là. Identification des sources, parce qu'il y en a des sites, ça ne veut pas dire que ça vient du site, ça peut migrer d'un autre site voisin. Donc tout ça, ça implique des échantillonnages, des analyses d'eau, de sol et de sédiments qui sont parfois assez poussés, puis étant donné que c'est des produits qu'on trouve un peu partout, l'échantillonnage est quand même assez particulier, là. Vérification de diligence raisonnable, donc faire un suivi au niveau de la réglementation qui est existante, faire un inventaire du passif de l'environnement du site. Et on peut faire des analyses de risque. Donc, il y en a, oui. Est-ce que c'est des concentrations dangereuses? Est-ce que c'est partout sur le site? Tu as juste un hotspot quelque part qu'il faut régler ou si tu es vraiment répandu partout? Il y a des critères de référence qui commencent à être établis pour ces produits-là, des évaluations de toxicité aussi. Et bien, côté option de gestion, une décision à prendre, il faut traiter sur place. Est-ce qu'on l'envoie quelque part d'autre? Est-ce qu'on fait juste une séquestration d'un hotspot ou est-ce qu'on commence à faire de l'extraction, l'extraire puis le détruire sur place? Et ça va pas mal faire le tour pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Quand on regarde un peu au niveau... les gens m'entendront pas sur... Quand on regarde un peu au niveau de l'introduction de ces nouveaux produits-là, de l'époque de Dupont, on a commencé avec un message de la compagnie qui disait que ces produits-là étaient 100% inertes, qu'il n'y avait aucun problème au niveau de la santé. Puis là, on est rendu à une toute autre époque où on a une certaine inquiétude par rapport à ce type de composés chimiques-là. Qu'est-ce qui fait qu'on les utilise encore dans des produits de consommation commune, comme là, on parle spécifiquement par exemple, de produits anti-feu? Ça semble être une application où ce produit-là peut être facilement remplacé, puis même, on parle aussi de dégraissants. Pourquoi on utilise encore des dégraissants à base de PFAS dans l'industrie minière? Est-ce que c'est parce que c'est une question de coût ou c'est une question d'habitude? En partie, ça fait une question d'habitude. En partie aussi, c'est des produits qui sont difficiles à remplacer. Ils ont vraiment une niche très spécifique pour ces choses-là. Le fait qu'ils sont très persistants, le fait qu'ils sont très résistants à une attaque chimique. Tu sais, dans les antifeux, si tu arroses ça, tu vas essayer d'éteindre ton feu, puis ton produit, il part avec le feu. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, les SPFA sont résistants à ça. Même chose pour le dégraissage. Il faut que tu aies un produit qui va résister à l'attaque chimique qui va souvent venir avec ton nettoyant. Donc, au fur et à mesure, on essaie de trouver des remplacements. On va trouver des produits toxiques, on va juste changer des paramètres pour faire en sorte qu'il va être peut-être plus facilement dégradable, donc moins persistant dans l'environnement. Il va peut-être être moins d'effets biologiques, là, mais c'est un processus qui est en cours là, de trouver des remplacements pour ces produits-là. Bien, merci, Charles. La conférence principale de ce soir est donnée par M. Antoine Fournier. Antoine a un baccalauréat en géologie et une maîtrise en géologie économique en lien avec les terres rares. Actif dans l'industrie depuis 35 ans, il a acquis une expérience diversifiée avec un intérêt marqué pour les minéraux critiques et stratégiques associés au secteur des technologies ainsi que des minéraux industriels.
En tant que vice-président exploration, il gère le portefeuille d'exploration de la société en mettant l'accent sur les ressources, la planification des forages, ainsi que sur l'identification de nouvelles cibles d'exploration et l'évaluation de projets litinifères, principalement au Québec. Antoine, c'est à toi. Bonsoir. Oui, désolé, j'avais changé le petit pour conférence, mais on dirait que c'est revenu un peu en arrière. Alors, la diapo qui fait rire tout le monde, c'est la seule diapo rigolote de la présentation. C'est un texte légal qui est nécessaire afin que je vous raconte notre histoire aujourd'hui. Et puis, on dirait que les caractères sont de plus en plus petits et qui s'allongent à chaque fois qu'on met à jour la présentation. Comme Ressources Winsome, c'est une compagnie relativement jeune. Allô? Bourse australienne en novembre 2021. Concentre ses activités essentiellement au Québec. Il n'y a aucune propriété ailleurs qu'au Québec en ce moment. Et puis, tous nos projets sont sur le territoire de la baie James. En l'automne 2022, on a fait une découverte significative sur notre propriété à Dina, une nouvelle zone que vous voyez ici en surface. La nouvelle zone a été découverte au moment où on faisait des travaux initiaux de prospection. Il y a une équipe qui cherchait un endroit pour atterrir l'hélicoptère et puis le seul endroit qui était disponible, c'est la roche que vous voyez ici. Donc, ils se sont penchés après l'atterrissage, ils ont regardé à terre, identifié la pegmatite, ils ont échantillonné par la suite et ça a été le début de la découverte. Par la suite, en l'espace d'un an, on a travaillé vraiment intensivement sur une série de forages pour mener à une ressource, un premier estimé de ressources qui a été fait au mois de décembre l'année dernière. Donc, en l'espace d'un peu plus d'un an, on a réussi à délimiter un gisement de 59 millions de tonnes à 1,12% LIDEO. Ça s'est fait très rapidement. La compagnie est très bien financée. On a investi maintenant 60 millions sur ce projet-là depuis l'automne 2022. Donc, on est toujours à la recherche de projets additionnels. On est toujours à la recherche aussi de propriétés qui pourraient améliorer nos actifs actuels. L'équipe dirigeante est basée surtout au Québec. On a un petit groupe qui est en Australie. La compagnie est basée à Perth. Chris Evans est le fondateur de la compagnie. C'est lui qui, de son bureau en Australie, a identifié les projets qui étaient situés au Québec, a pris le risque de s'aventurer dans la prospection pour le lithium au Québec. Et puis, ça a donné Ressources Winsome, compagnie qui a fondé avec... c'était le curseur, pourtant. Compagnie qui a fondé avec Carl Comartin. Carl était le premier... Carl était le premier employé au Québec et est devenu le directeur général de Winsome au Québec. Par la suite, s'est rajouté Geneviève, moi-même, et puis plus récemment, aux ressources humaines, on a Nicolas Bolduc et Kim Nguyen qui est venu se rajouter comme vice-président projet tout récemment. Donc, un peu comme tout le monde sur le territoire, on est vraiment beaucoup plus impliqué, on est vraiment beaucoup plus engagé, on veut développer le gisement, le gîte de manière harmonieuse, harmonieuse avec le territoire, harmonieuse avec les habitants qui y habitent aussi. Donc, c'est vraiment en impliquant les Premières Nations, en travaillant avec Écologo, qu'on améliore tous ces interactions-là. Ici, vous voyez, au mois de décembre l'année dernière, c'était notre équipe. On était sur la piste, prêt pour le décollage. Donc, c'était toute l'équipe qui comprend les géologues, les foreurs,
les techniciens, donc tout le monde était là. Comme vous voyez, c'est une petite équipe, mais très, très dynamique. Nos projets, à l'heure actuelle, on a le projet Adina, qui est certainement plus connu. C'est notre projet phare depuis l'automne 2022. Plus récemment, on a fait une mise à jour de notre calcul de ressources. Notre ressource est maintenant rendue à 78 millions de tonnes avec une teneur de 1,15. Donc, le projet Adina est vraiment notre fleuron. Et puis, le projet est situé à la baie James, au sud de la route Trans-Taiga, à peu près à mi-chemin entre les installations de Renard et puis la pourvoirie Mirage que tout le monde connaît. Par la suite, on a aussi la propriété Cancette, qui était initialement notre projet phare, qui était notre premier projet. C'est une pegmatite aussi qui est située en surface avec des cristaux de spodumène qui sont très impressionnants. On a rajouté le projet Tilly l'année dernière, projet Tilly qui est situé à l'est de Adina, sur lequel on a entrepris des travaux de prospection l'année dernière, qui ont pas été, qui ont quand même donné une découverte nouvelle. J'ai des problèmes. Ah! Donc, voici le projet de Cancette en surface. Ici, vous avez un GPS. Bon. Ici, vous avez un GPS. Y est-tu là? Ah. OK. Donc, vous voyez la grosseur des cristaux. Ici, vous avez des cristaux de spodumène. Les cristaux de spodumène mesurent jusqu'à 7 mètres de long et peuvent peser plusieurs centaines de kilos. Ces cristaux-là, ça fait que l'affleurement en tant que tel est spectaculaire. On voit ici un des cristals exposés en surface. La problématique qu'on a présentement sur la propriété, c'est que vous voyez l'essentiel de la pegmatite est ici, a été exposé en surface. On a de la misère à trouver les continuités. On a de la misère aussi à trouver des zones additionnelles dans les parages. Généralement, les pegmatites se produisent en essaim. On a plusieurs pegmatites qui arrivent, qui sont mises en place dans le même contexte géologique. À cet endroit-là, on a vraiment, c'est tout ce qu'on a trouvé pour l'instant, mais on va avoir un programme d'exploration intensif cet été. Donc, vous voyez ici, projet très riche, accumulation de cristaux de spodumène, vraiment qui forment une masse presque continue. Encore une fois, ici. Donc, vous voyez les cristaux de spodumène ici qui sont fracturés avec injection de matériel qui est plutôt, qui est vraiment sous forme de clay, d'argile. Donc, ce minéral argileux-là, ça ne marche pas. Bon. Il ne veut pas. Bon. Le matériel argileux ici est très difficile dans un traitement métallurgique dans le DMS parce qu'il vient tout contaminer le circuit. Ensuite, ailleurs, on a un autre type d'environnement. On voit que les cristaux ici de spodumène sont beaucoup plus pâles, sont beaucoup plus rosés. Et puis, ça fait un spodumène qui est de bien meilleure qualité. Et puis, on voit que les cristaux précédemment étaient tous enchevêtrés comme ça. Ici, on a des cristaux qui s'en vont dans les 3 directions en 3 dimensions. Donc, on a des cristaux qui plongent et des cristaux qui émanent latéralement à partir des épaules. C'est un environnement qui est légèrement différent, puis qui amène vraiment une métallurgie plus simple dans ce secteur-là. Mais encore une fois, on cherche les extensions, on ne les a pas.
Donc, c'est sur ces aspects-là qu'on travaille en ce moment. Le travail qui a été fait, essentiellement, prospection de surface, 20 sondages sur la zone principale, totalisant 2000 mètres. Il y a eu aussi un petit peu de forage à circulation inverse qui n'a pas été concluant. On a tenté d'utiliser une méthode plus australienne et puis ça n'a pas donné les résultats escomptés. La foreuse était un peu petite pour nos opérations. Par la suite, on a établi un bloc modèle pour essayer d'estimer une ressource, mais la ressource n'est pas 4301, donc on n'en parle pas pour l'instant. Donc le projet phare maintenant, le projet Adina, il est en exploration avancée. Comme j'ai dit, on a une ressource présentement de 78 millions de tonnes à 1,15. On a effectué jusqu'à maintenant 251 sondages pour 78 000 mètres. Les forages ont été faits par la compagnie RJLL et on a un des présidents de RJLL qui est avec nous ce soir, Réal. Merci Réal. Donc l'empreinte du projet est de 29 km. On a rajouté un petit bloc additionnel qui s'appelle Jackpot, qui mène la propriété dans son ensemble à 44 km. On est en territoire CRI de la communauté de Mistissini et l'aire de trappe, c'est M01A. Donc, le premier estimé de ressources était à 59 millions de tonnes. On l'a monté à 78 millions de tonnes. Et maintenant, on s'en va vers les essais métallurgiques et les études économiques préliminaires. Historique du projet. Le projet a été découvert par le ministère d'Énergie et Ressources en 2014, une découverte de surface lors d'une cartographie régionale. Par la suite, il y a eu une compagnie précédente à Winsome qui a fait 10 sondages sur la zone qu'on appelle maintenant le Ridge, qui est la crête qui est ici, une zone complètement détachée. Et puis, il y a eu la découverte de Jamar en 2022, qui est située ici, qui est devenue la zone principale, une découverte qui a été faite par prospection. Et puis les forages, le premier forage qui a intercepté la zone était down dip, mais ça a donné quand même une largeur de 100 mètres, une interception de 100 mètres à 1,34% Li2O. La plupart des sondages aussi ont touché de la minéralisation, recoupé de la minéralisation. En surface, ça se présente comme ceci. Vous avez la découverte originale d'Adina avec les sondages historiques, la découverte de Jamar qui a donné lieu à un travail extensif de forage pour mener à la ressource actuelle, une zone inférieure qui a été trouvée par la suite, quelques petits dikes satellites qu'on voit ici et la zone S qu'on est en train de développer en ce moment, sur laquelle on travaille en ce moment. On voit encore une fois de la surface, on voit l'affleurement principal Jamar où la découverte a été effectuée. Et puis on voit plus bas au sud une série de blocs qui sont détachés et qui ont été transportés par les glaciers. Ces blocs-là sont plurimétriques. Et souvent, sur le territoire de la baie James et un peu partout, c'est avec les blocs qu'on réussit à identifier les gîtes et gisements. Dans le cas présent, il y avait des affleurements en surface, mais dans plusieurs cas, c'est uniquement en trouvant les blocs et en remontant le long de la traînée glaciale qu'on réussit à trouver les gîtes. Une autre donnée dont on se sert beaucoup, c'est en géophysique. En géophysique, c'est la gravimétrie. On fait des levées de gravimétrie au sol. La gravimétrie étant la différence de gravité entre différentes roches qui est vraiment déterminée par la densité des roches mêmes. En bleu, vous avez les zones de faible gravité, donc les roches qui concordent possiblement à des pegmatites litinifères. La zone Jamar ou la zone principale est vraiment associée avec une de ces anomalies gravimétriques.
qui est situé ici. Et puis, on a d'autres anomalies qui s'en vont vers l'ouest et quelques-unes qui s'en vont vers le nord qui n'ont pas été testées encore. Donc, il reste encore beaucoup de travail de forage, beaucoup de travail de délimitation aussi du gisement avant de tout avoir exploré. Le premier bloc modèle qui a été réalisé au mois de décembre 2023, vous voyez ici la ligne blanche et la limite de propriété. Ça, c'est un petit désagrément qu'on a pour l'instant. Les gens qui sont au sud de nous autres sont Sochem et Azimut, qui travaillent de leur côté, qui ont fait une découverte dans le secteur ici, un petit dike de pegmatite. Et puis, c'est certain qu'on est en discussion avec Azimut et Sochem pour essayer de trouver une voie d'entente pour pouvoir joindre nos deux sociétés sur ce projet-là. Voici maintenant, on a vu précédemment la fosse telle qu'elle se présentait en décembre 2023. Voici actuellement, on est rendu avec une fosse conceptuelle de 2,2 km. Et puis, on a ici l'ensemble des sondages, l'ensemble des forages qui ont été effectués dans la zone principale et dans ce qu'on appelle le footwall zone. Voici les résultats justement du dernier calcul de ressources, celui qui a été publié le 27 mai de cette année. On voit la ressource à 78 millions de tonnes et avec une teneur de 1,15. À ça est compris aussi une zone d'environ de 48 millions de tonnes accessible à la surface qui a une teneur de 1,2, qui serait probablement la première fosse qui serait dégagée en vue d'une production. En section, on voit ici comment se profile. Donc, l'interprétation initiale pour les pegmatites, ça montrait vraiment des corps qui étaient très, très linéaires. C'est la façon qu'on avait tendance à interpréter les pegmatites et leur mise en place dans un contexte géologique. Cependant, on se rend compte de plus en plus, puis si vous voyez les sections de la majorité des compagnies qui travaillent à la baie James, on se rend compte que c'est beaucoup plus contrôlé structurellement. Donc, ça prend vraiment des conduits structuraux pour la mise en place de ces pegmatites-là. Ils sont détachés complètement de ce qu'on appelait avant la source, qui était un pluton qu'on retrouvait très rarement. Donc, la mise en place se fait dans un contexte d'expansion structurale. Dans notre cas, présentement, on sait qu'il y avait des contraintes qui étaient orientées nord-ouest-sud-ouest, qui ont amené un décrochement est-ouest, et puis par la suite des ondes de dilatation qui sont sigmoïdales, donc un peu en forme de S, comme vous voyez ici. En surface, vous avez la zone principale et en profondeur, vous avez ce qu'on appelle le footwall zone, qui est une série de dikes qui peuvent être très riches. On voit qu'il y a un enrichissement qui est tout le temps dans cette espèce d'axe de pli ici, qui est très important, qui est significatif pour le développement du gîte, entre autres. On a entrepris aussi les études environnementales l'année dernière parce que c'est quand même un point très important dans le développement d'un gîte. Donc, la caractérisation environnementale a commencé l'année dernière après les feux de forêt parce qu'on a été très touché par les feux de forêt l'année dernière. On a perdu nos 3 foreuses. Il a fallu remplacer les foreuses. Ça a été un exercice assez périlleux et vraiment, RJLL ont été très, très proactifs et nous ont grandement aidés là, dans cette triste aventure. Mais vers la fin de l'été, on a commencé les études environnementales, donc un relevé des terrains humides. On a commencé une enquête pour les poissons en utilisant l'ADN. On ramassait de l'eau dans les différents lacs et ruisseaux et tout simplement chercher de l'ADN de poisson.
Ça n'identifie pas les poissons, les sortes de poissons, mais ça nous dit si oui ou non il y a des poissons dans l'environnement. Donc, on a trouvé de l'ADN, ce qui va faire en sorte qu'on va cette année faire des études un peu plus poussées pour savoir quelles espèces de poissons et la densité. On a aussi installé une station météorologique. L'hiver dernier, on a fait un inventaire aérien pour le caribou dans le secteur. On est chanceux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça. Ça, c'est un exemple de l'échantillonnage d'ADN. On a des petits lacs ou des petits marais, et puis ils vont collecter l'eau, envoyer ça pour justement étudier, pour voir s'il y a la présence d'ADN de poisson. Nos travaux se sont menés à partir de la pourvoirie Mirage, entre autres, mais aussi à partir d'un camp qui est situé sur la route, sur la route Trans-Taïga, au kilomètre 286. Il y avait ici ce qu'on appelait la base aérienne de Carguère, qui était une compagnie de Mont-Laurier qui organisait des voyages de pêche et de chasse sur le territoire de la baie James. Adjacent ici, il y avait l'ancien camp qui a servi à la construction de LG4. Donc, le premier camp de LG4 était situé sur cet emplacement ici. L'année dernière, le ministère a complètement démoli ce qui restait de bâtiments. Et puis, pardon, on a tout de suite fait une demande pour agrandir notre camp et s'installer sur la pourvoirie Nouchimi. Donc, l'hiver dernier, on a procédé à l'aménagement du site. On a apporté des nouvelles roulottes qui sont situées ici. Il y avait un bâtiment, pièce sur pièce, en bois, qui datait de la pourvoirie en tant que telle, Nouchimi, qu'on a conservé. Et puis, on a rajouté cuisine et bâtiment, infirmerie et SST dans ce secteur-là. Donc, la logistique, ce qu'on prévoyait initialement, la façon qu'on entrevoyait ça, c'était de partir d'Adina, de remonter jusqu'à la route Trans-Taïga et puis de sortir le minerai par Matagami, ce qui donne en fait quelque chose de très, très complexe. Quand est arrivée l'année dernière la faillite de Stornoway, il y a eu le processus qui s'est mis en place pour la vente des actifs. On s'est graduellement impliqué dans ce processus-là. On a passé à travers la phase 1. Suite à la phase 1, on a continué et puis on s'est rendu jusqu'au bout du processus pour se rendre compte que on était les seuls qui avions soumis une offre pour le rachat des actifs, ce qui a été un peu surprenant pour nous, mais une belle surprise parce que notre gîte d'Adina est situé 70 km au nord des installations de Stornoway. Donc, on parle d'un chemin de 70 km qui nous permettrait d'accéder au site de Nouchimi, de Stornoway. Alors, on a établi un échéancier préliminaire qui visait les estimations de ressources, les études économiques préliminaires, l'étude de préfaisabilité, l'étude de faisabilité, l'ingénierie, tout ça nous menant à une construction et puis une production commerciale anticipée en 2029-2030, ce qui est un échéancier quand même assez serré, mais réalisable selon nos prévisions actuelles. C'est sûr que Renard est venu tout chambouler. On ne s'attendait pas à ça initialement. On a, comme je vous ai dit, on a acquis, on a une option en vue de l'acquisition, ce n'est pas réalisé, c'est juste une option pour l'instant. Tout ça nous permettrait de faire une étude diligente sur les opérations, de voir comment est-ce qu'on pourrait insérer et aussi de voir comment est-ce qu'on peut transformer le DMS pour flotter du spodumène au lieu de concentrer des diamants. Donc, c'est un processus qui est quand même assez simple, apparemment, selon les ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur.
Et puis, il y a aussi sur le site plusieurs équipements qui n'ont pas été utilisés, dont une trieuse optique. Et cette trieuse optique-là, pour nous, est très importante puisqu'elle nous permettrait de séparer certains minéraux délétères dont on veut se débarrasser durant le processus de concentration. Ces installations, on est en train de les évaluer. On a fait plusieurs visites. On est impliqué avec des firmes d'ingénierie aussi pour déterminer la valeur des actifs et puis comment est-ce qu'on peut vraiment amener ça pour traiter du minerai de lithium. Toutes ces études-là sont en cours, comme je l'ai dit, donc tout chemine, ce qui fait en sorte que notre option pour 1 an représente des paiements à tous les trimestres de 2 millions de dollars essentiellement pour les frais de maintenance du site, pour continuer le dénoyage et garder les équipements intacts. On voit ce que ça amène ici, Adina étant ici, une route d'environ 75 km devra être construite pour nous amener jusqu'aux installations. On a 2 scénarios à l'étude actuellement. On a un scénario qui comprend Adina seulement, donc on ne fait pas l'acquisition de Renard, on fait uniquement le développement de Adina, qui nous mène à une route de 88 km qui contourne le site de Renard pour aller rejoindre la route 167 Nord. Et dans le deuxième scénario, c'est Adina et Renard qui est dans l'équation. Et on étudie vraiment tout l'ensemble pour une mise en production et une production plus locale, plus centralisée dans le secteur. Donc, les bénéfices de Renard, on les voit sous plusieurs angles. Ça dérisque les opérations financières, ça nous permet possiblement d'accélérer notre échéancier. On consolide aussi des actifs dans un secteur plus contraint. Aussi, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on recycle des installations qui allaient être tout simplement démantelées et vendues à la pièce. On utilise des infrastructures locales, donc un aéroport. On a le système de génératrice qui fonctionne au gaz naturel liquéfié. Ça nous permet aussi de envisager une route 4 saisons entre Renard et le gisement Adina pour ensuite aller mettre notre minerai à Chibougamau sur le train pour l'envoyer à Bécancour, vraiment la région qui est en train de devenir le point névralgique pour le développement des projets lithinifères au Québec, pour la transformation du lithium plus particulièrement. Donc on voit ici selon l'AMQ, vraiment le cycle minier complet qui comprend la prospection, l'exploration, l'évaluation, le développement, la construction, la fermeture, réhabilitation et le suivi environnemental. À l'instant, on a terminé le côté prospection. On est avancé dans l'exploration. Vous avez vu, il reste quand même certaines cibles à développer qu'on n'a pas encore touchées. On est vraiment à l'étape de l'évaluation. Qui précède la construction et le développement. Ça ne viendra pas avant 2028-2029. Pour l'instant, on va rester dans les études et dans le développement, l'obtention de tous les permis en vue d'une mise en production. Donc, c'est ça. On va continuer les forages, on va faire des mises à jour des estimés des ressources. On va vraiment se lancer dans une étude économique préliminaire qu'on prévoit terminer au 3e trimestre de 2024. On continue les vérifications diligentes pour les infrastructures de la mine Renard. On va lancer par la suite les études de préfaisabilité qui comprennent toutes les études environnementales en vue de l'obtention des permis. En passant, c'est ça, la présentation est terminée, mais je veux remercier, entre autres, tous nos contracteurs, dont RJLL, les forages RJLL, MSA, les laboratoires à Val-d'Or pour les ressources, MNG, qui nous fournit du personnel technique pour avancer nos travaux,
Et puis Heli Explore, compagnie d'hélicoptères qu'on se sert, qui est essentielle puisqu'on n'a aucun accès à notre site d'exploration pour l'instant, autre que par les airs. Et puis, finalement, on a la firme d'arpentage de Jean-Luc Corriveau, basée à Val-d'Or, qui vraiment est responsable de tous nos levées d'arpentage. Et puis, finalement, il y a aussi Horizon SF, une firme environnementale à Val-d'Or de foresterie qui fait nos demandes de permis. Merci. On a le temps pour des questions. Je me demandais, au niveau de la prospection ou du développement, vous utilisez du forage pour évaluer le sol, évaluer où aller faire la mine. Est-ce que vous utilisez d'autres technologies, comme vous avez parlé que vous avez des firmes d'ingénierie qui font des trieuses optiques? Est-ce que vous avez des technologies d'imagerie de sol pour justement pas faire du forage, puis commencer par imaginer le sol? Comme en ce moment, je sais qu'il existe justement des recherches là-dessus sur utiliser les technologies biomédicales d'imagerie, mais pour les sols et pouvoir justement visualiser ou forer. Oui, on travaille avec Photosat. Photosat utilise des images satellitaires poussées à 16 bandes, donc 8 dans l'ultra-rouge, infrarouge, pardon, et 8 dans le visuel. Et puis, eux travaillent les photographies, vont chercher des informations sur le terrain, nous aident à trouver des affleurements et possiblement des minéralisations. Donc, on travaille avec Photosat à développer ces outils-là en ce moment. Puis justement, pour les prochains secteurs que vous envisagez aller voir dans le futur, est-ce que vous pensez justement utiliser cette technologie-là avant de commencer les forages, ou vous le faites en même temps, ou vous le faites par la suite? Non, c'est le travail préliminaire, là. C'est le travail de base qui nous permet de mieux comprendre le territoire et puis d'aborder le territoire de façon plus systématique. OK, merci. Je t'en prie. Merci pour la présentation. Question deux volets. Premièrement, au niveau des fosses que vous avez de prévues, c'est des fosses qui devraient avoir environ 300 mètres de profondeur? Non, on ne se rendra pas jusqu'à 300 mètres. Ils sont en train vraiment de déterminer la profondeur optimale à laquelle on pourrait descendre. Par la suite, on prévoit possiblement foncer des rampes à partir du fond des fosses pour accéder aux ressources qui sont un peu plus profondes. Donc, on ne pense pas aller plus profond que 200 mètres. Deuxième volet, dans l'acquisition des équipements de Stornoway, la centrale qui fonctionne au GNL là-bas, est-ce que en termes d'énergie, c'est suffisant pour vos besoins pour transformer, dans le fond, votre minerai de façon satisfaisante? Oui, bien, ce qu'on ferait à Renard, c'est un concentré. Le concentré serait par la suite transformé à Bécancour. Donc, tout le volet de transformation pour faire de l'hydroxyde ou du carbonate de lithium se ferait à Bécancour. Mais pour le site en tant que tel, ce serait uniquement faire un concentré, ce qui est similaire à ce que fait en ce moment Stornoway ou ce que faisait Stornoway. Donc, les besoins électriques sont comblés, oui, par l'équipement qui est déjà en place. Et puis, on aimerait éventuellement pouvoir se raccorder au réseau d'Hydro-Québec, mais c'est quelque chose à long terme. J'en ai un autre, tant qu'à y être. Vous parlez de Bécancour, mais Bécancour, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est capable d'être un récepteur pour le lithium produit en province? Ce que je comprends, c'est que c'est en train de se construire, mais est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui, demain matin, vous arrivez avec 25 tonnes de lithium, ils sont-ils prêts à le prendre, ou sinon, c'est quoi le scénario? C'est sûr qu'on est en discussion avec tous les gens qui sont impliqués dans le secteur de Bécancour.
Il y a plusieurs approches qui ont été faites différents niveaux, mais comme je le mentionnais, on ne prévoit pas une production avant 2029-2030, donc ça va laisser le temps de bâtir les usines de conversion à Bécancour avant qu'on arrive en production. Donc on va les laisser cheminer de leur côté, on va cheminer de notre côté, puis éventuellement, je pense que ça va faire l'intérêt de tout le monde. Oui, merci pour la présentation. Moi, c'est plus des questions sur la géologie. Oui. D'abord, sur le contexte structural, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris les cartes. J'ai l'impression que les pegmatites sont plutôt orientées est-ouest. Est-ce que déjà j'ai bien vu ça sur les cartes ou, oui, c'est plutôt est-ouest. Oui. Okay. Parce que la carte où il y avait les teneurs en lithium, on avait l'impression d'avoir des structures plutôt nord-nord-est, sud-sud-ouest. Est-ce que J'étais un petit peu étonnée par la géométrie, en fait. Oui, celle-ci. Je ne suis pas sûr que celle-ci est orientée vraiment nord-sud. Je pense que c'est juste une interprétation, mais c'est pas réaliste. Ok. Mm-hmm. Est-ce que je peux vous demander sur la minéralogie, parce qu'on a vu des cristaux de spodumène assez impressionnants, oui. À quoi ça ressemble aux épontes et quel type d'autres minéraux, à part les feldspath quartz, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette pegmatite-là? Feldspath quartz, on trouve aussi un minéral radioactif qu'on est en train d'évaluer, de tenter d'identifier. On a aussi de la tantalite, qui est présente en gros cristaux, et puis c'est très difficile à évaluer une teneur exacte, parce que tout se trouve en gros cristaux dans cette pegmatite-là. Okay. La minéralogie va être travaillée de façon plus intensive cet été. Il y a un étudiant, il y a un groupe de recherche de l'Université McGill qui va travailler sur le secteur Adina, Canset, et puis d'autres projets qui sont similaires dans le même secteur. Ok, puis vraiment la petite dernière, est-ce que c'est déformé? Ou est-ce qu'on voit vraiment que cette pegmatite, c'est le dernier événement géologique? Oui, mais dans la pegmatite est métasomatisée aussi, c'est de l'autométasomatisme, mais on ne voit pas structurellement de déformation dans les pegmatites. Les cristaux sont vraiment demeurés très, très réguliers. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, peut-être une question rapide sur les installations de Stornoway. M'entendez-vous bien? Ce que j'en comprends du processus du diamant, c'est que c'est un procédé qui est très mécanique. Est-ce qu'il y a des unités de flottation là-bas qui sont utilisables pour ça serait à construire? Non, c'est DMS, qui est Dense Media Separator. Donc, c'est séparation par la densité, les différences de densité des différents minéraux. Et puis, c'est très similaire à ce qu'on veut faire nous. Donc, le spodumène a une densité de 3,2. Il reste à éliminer les amphiboles parce qu'il y a pas mal d'amphiboles et la tourmaline qui est plus dense encore. Donc, c'est là où les trieuses optiques entrent en ligne de compte. C'est vraiment pour éliminer tout ce qui est les minéraux, les phases noires ou qui sont différentes du spodumène. Il y a un bon espoir que les installations existantes puissent être converties. Oui, parce que la majorité des opérations de production litinifère à partir de spodumène, la majorité de ces opérations-là font un premier traitement avec un DMS, ensuite décident de rajouter un circuit de flotation quand ils veulent avoir une récupération plus complète, parce qu'avec un DMS, tu peux t'attendre à 65 à 75 % de récupération, tandis que si tu rajoutes la flotation, tu peux monter ça encore un peu plus. Pour l'instant, nous, on prévoit, ou le scénario qui est envisagé, parce qu'on est vraiment encore très loin d'une étape de production, c'est de stocker les résidus après la première transformation, après avoir passé dans un DMS, en vue éventuellement d'installer
des cellules de flottation pour pouvoir ensuite aller récupérer ce qui reste de spodumène dans les résidus. Merci. Je vous en prie. Ah, OK. Je t'amène le micro. Alors, question de Serge Perrault sur Zoom qui nous demande est-ce qu'il y a un potentiel pour les MCS comme le césium et le tantal? Très peu de césium, très peu de tantal dans notre gîte. Ce serait... Écoute, on regarde tout le temps, mais pour l'instant, ce ne serait pas envisageable. Parfait. Autre question. Guillaume Belly, toujours sur Zoom, qui nous demande est-ce que Winsome prévoit de passer en production ou vous prévoyez de vendre le projet avant? Ça, c'est une question intéressante. Notre conseil d'administration basé en Australie, c'est tous des membres qui ont déjà soit opéré des mines de lithium, soit démarré des mines de lithium. Notre président, Chris Evans, a démarré deux opérations de minières de spodumène. Et puis, la volonté est vraiment d'entrer en production et de mettre ces gisements-là et de transformer aussi le spodumène au Québec. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a fait l'acquisition ou qu'on a pris une option sur les installations de Renard. C'est dans l'optique d'aller mettre le gisement en production éventuellement. Parfait. Et on a Abdelaziz sur Facebook qui demande donc quelles sont les contraintes environnementales que vous avez rencontrées pendant vos études? Pour l'instant, il n'y a pas de contraintes environnementales, mais on est au tout début de nos études. Donc, on est vraiment à l'étape de la caractérisation. On va en savoir un peu plus au cours de l'été, à mesure que les travaux avancent. Mais pour l'instant, il n'y a aucun facteur qui pourrait causer des difficultés. Ben, merci, Antoine. Changer de pointeur. C'est vraiment, c'est déconcentrant. Il doit être en fin de vie. On va suivre ta recommandation. Comme à chaque conférence, on va commencer par remettre les cadeaux à Antoine, notre conférencier principal. On va commencer par un polo pour que tu sois bien habillé au golf cet été. Je ne suis pas au golf. Je suis bas de la plage. Sensation. Au-dessus du patio. Merci. Et je vais inviter l'artiste. Et une toile pour toi aussi. Merci. Dans le micro, Robert. Dans le micro. Ah. Bien sûr. Ben, merci. On va avoir quelque chose aussi pour toi, Charles, pas de problème. Merci. Merci aux deux conférenciers. Comme je l'ai dit tantôt, c'est notre dernière de l'année, fait que la prochaine conférence va être en septembre, annoncée ultérieurement. Mais la semaine prochaine, on a une semaine intensive de golf à Amos. Mardi, ICM Amos, on commandite le Men's Night. Mardi, ICM avec mercredi, avec l'ABC de l'Or Arcana, c'est le Ladies Night. Jeudi, il est parti. Ah, OK, excuse. Jeudi, c'est une journée de golf avec la Chambre de commerce, dont un conférencier sur l'heure du dîner qui va être, j'allais dire Christian, François Vézina. Et il reste encore quelques places, mais je pense qu'on les compte sur les quelques doigts d'une main. Vendredi 13, wow, OK, je n'avais pas remarqué. Vendredi 13, c'est soirée mix qui est commanditée par Forage Nordique,
qu'il y a une nouvelle association avec RJLL et ICM Amos. Fait que venez en grand nombre, inscrivez-vous directement au club de golf à Amos. Il va y avoir un paquet de prix de présence plus intéressants les uns que les autres. Mais avant de quitter, pour les gens en ligne aussi, si vous voulez rester, on va faire tirer les 3 bourses de 1 000 $ pour les étudiants. Ben, Antoine, à toi l'honneur du premier. Ah, tu peux l'ouvrir. Tu peux même la nommer. C'est Marois Sifi. Parfait. Merci. Marc Nouveau. Marc Nouveau. Et la dernière bourse. Ouais. Steve Brian Wamby. Nos 3 gagnants d'une bourse de 1 000 $ pour avoir participé aux conférences cette année. Merci pour votre participation. Bonsoir pour les gens en ligne.